cas. Je ne sais pas ce que dirait Brassens aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il préférerait, mais il se passe quand même des choses tout à fait à la fois fascinantes, préoccupantes, angoissantes. Chacun peut prendre son adjectif là-dessus au Proche-Orient. Vous savez, le 7 octobre, il y a presque un an de cela, c'était la sidération, l'attaque du Hamas sur les kibboutz israéliens, et puis il y a eu la riposte israélienne sur Gaza, la riposte massive, avec tout ce qui s'est passé, avec son relais de morts, de blessés, etc. Et puis, on se disait, on était encore dans la sidération, on regardait, c'était une guerre d'attrition, et puis tout d'un coup, il y a les beepers, il y a les walkie-talkies, il y a l'attaque contre le Hezbollah, il y a ce qui s'est passé d'ailleurs avant en Iran avec Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, tué en plein Téhéran, et puis après, évidemment, l'élimination de Hassan Nasrallah, l'élimination de la tête du Hezbollah, après toutes les communications qui ont été arrêtées, il y a quelque chose qui se passe et qui est absolument le multifront jusqu'à hier, encore une fois, à 2000 km, les avions israéliens qui sont allés bombarder, c'est pas la première fois, le port de Hodeïda au Yémen, vis-à-vis des Houthis, évidemment, qui avaient envoyé un missile sur Tel Aviv. Éric Denessé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Est-ce qu'au fond, avec ce qui se passe là depuis 2 semaines, on a changé de registre, on a changé de mode? C'est une guerre qui se poursuit depuis 80 ans et même 100 ans, mais est-ce qu'on a changé de paradigme? Oui, parce qu'on est passé d'une situation où Benjamin Netanyahou essayait de poursuivre la guerre à Gaza, à la fois pour laver l'affront et les morts du 7 octobre, mais également pour sauver sa peau sur un plan de politique intérieure et des poursuites. Là, on est rentré dans une deuxième logique où les Israéliens se rendent compte que finalement l'opération de Gaza n'est pas un tel succès qu'ils l'espéraient. Leur réaction a été disproportionnée, même si, encore une fois, il faut condamner avec la plus grande fermeté les attentats du 7 octobre. Et donc, il a commencé à s'aliéner toute une série d'États occidentaux et surtout d'opinions publiques occidentales. Parce que là, les gouvernements soutiennent encore Israël et on voit une évolution très nette des opinions publiques. À partir de ce moment-là, ils se rendent compte aussi que Israël rentre dans une guerre d'attrition, qu'il va avoir des difficultés à gagner, les adversaires de l'État hébreu aujourd'hui ressortent encore plus virulents contre lui. Et donc, il décide de jouer son va-tout, le tout pour le tout, de déclencher des opérations tous azimuts, en espérant que si ça déclenche en retour une agression, entre guillemets, de l'Iran ou du Hezbollah ou d'autres mouvements, eh bien, l'État hébreu sera en situation de survie et donc, naturellement, les Occidentaux empêcheront sa disparition. Donc, nous sommes vraiment avec un homme qui joue avec le feu, qui, d'une certaine manière, a regagné du soutien populaire en déclenchant les opérations contre le Hezbollah, parce que c'est bien sûr un des adversaires héréditaires d'Israël, mais comment le Hezbollah aurait pu ne pas réagir à ce qui se passe à Gaza, encore une fois, où la population civile est prise pour cible d'une manière tout à fait anormale, où les dommages collatéraux sont à peine pris en compte. Donc on est dans une spirale infernale dont il n'y a qu'un seul responsable, il faut le dire aujourd'hui, c'est Benjamin Netanyahou, avec ce paradoxe qui est finalement très très fort, c'est que Israël est une démocratie, les manifestations dans la rue le montrent tous les jours, bien la liberté de la presse, la contestation, mais Israël est aujourd'hui dirigé par un gouvernement d'extrémistes, aussi bien politiques que fondamentalistes religieux, c'est au sens propre ce que l'on dénonce en France, les gouvernements d'extrême droite, et puis Israël et le gouvernement Netanyahou notamment est dans une espèce de superbe égoïsme, peu importe ce qui va se passer après, il tire parti de la situation pour frapper tous ses adversaires, quand bien même ça déclencherait une conflagration régionale. Oui, mais alors, Éric Denessé, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelques nuances à apporter à cela, parce que vous faites porter la responsabilité entièrement sur Israël. Quand même, le contexte global, vous savez très bien ce que disait Ahmadinejad, ce que disait Hezbollah. En fait, le problème, vous dites en état de survie, mais le problème, c'est que de Hamas à ailleurs, ces gens-là ne vous disaient qu'une chose, il faut qu'Israël soit éradiqué. Regardez ce qu'on dit ici comme ailleurs, « From the river to the sea, Palestine will be free ». Vous savez très bien que, et vous
vous êtes très bien placé pour le savoir, que le non-dit, que ce soit du Hezbollah, que ce soit du Hamas et d'autres, je parle d'un certain nombre de gens, non pas des peuples, eh bien ils disent, attendez, il n'y a pas un pouce de terre qui doit rester israélien. Là, c'est le Moyen-Orient arabe, même dans cette espèce de poche qui fait 2 départements, il faut les supprimer. Donc, je ne dis pas ça pour excuser, loin de là, la politique de Netanyahou. Je dis simplement qu'à partir du moment où ils entendent du matin au soir qu'il faut les éliminer, et évidemment, ils sont en position de jouer. Et évidemment que Netanyahou manœuvre là-dessus, en disant, mais attendez, la survie, on est en état de survie. Et ce qui m'étonne quand même, et c'est ça que je vous demandais du point de vue renseignement, comment il se fait que le Hezbollah, quand même, qui est beaucoup plus fort que le Hamas, enfin qui a une puissance, comme vous le savez, décuplée sur le Hamas, s'est laissé comme ça piéger d'abord par l'histoire des beepers, par ceci, et par surtout le Hassan Nasrallah, qui justement, qui jouissait d'un prestige par son inexpugnabilité, on disait il est inatteignable. Donc en fait, 2 questions. Première question, est-ce que quand on entend des discours d'éradication permanente, on en profite, hein. Je dis pas qu'il y a les angelots d'un côté et les méchants de l'autre, loin de là, mais on en profite, si vous voulez, pour dire voilà, on est en situation de survie, il faut se battre. Et deuxièmement, ce qui est tout à fait frappant, c'est quand même le silence absolu, ou presque le silence assourdissant, non seulement des opinions publiques, mais des gouvernements arabes, dans leur quasi-totalité. Ils font des petites protestations, mais il n'y a rien. Je voudrais avoir votre éclairage sur cette question. Alors, vous avez raison de soulever ce point. Et sur votre première question, la responsabilité d'Israël, moi j'insiste sur un point, il y a une responsabilité écrasante de Netanyahou. Aucun de ses prédécesseurs n'a fait ça. Le contexte n'a guère changé. Je veux dire, il y a très longtemps que le Hezbollah, le Hamas, le djihad islamique palestinien disent nous voulons expulser les Israéliens de ces terres et les reconquérir. Donc c'est pas une nouveauté. L'Occident a toujours insisté sur le fait que nous défendrons l'État hébreu, et c'est quelque chose qui me convient tout à fait. Mais maintenant, que ce soit Yitzhak Rabin ou même certains de ses successeurs, ne sont jamais rentrés dans des provocations et n'ont jamais jeté de l'huile sur le feu comme on le voit aujourd'hui. Revenons sur le 7 octobre. Ces attentats sont absolument inqualifiables, inhumains, mais la disproportion de la réaction israélienne est aussi assez sidérante, surtout de la part d'un peuple qui a connu la Shoah. Donc ça, c'est le premier point. Et s'il y a tant de contestations en interne contre Netanyahou, y compris avec des gens du Shin Bet, du Mossad et autres qui s'opposent à sa politique, c'est donc qu'il y a bien un problème qui est lié à Netanyahou et à son gouvernement. Et donc, c'est pas la responsabilité d'Israël en tant qu'État, c'est vraiment la responsabilité aujourd'hui de Netanyahou. Sur le second point, alors je dirais malheureusement, plus on rentre dans une logique forte de conflit, plus le discours du Hamas qui va renaître obligatoirement du Hezbollah sera radical, et donc cette violence ne résout aucun problème. Sur le deuxième point, il faut reconnaître que techniquement, les services israéliens sont excellents. Alors, pour une raison simple, ils vivent avec le couteau sous la gorge depuis 1948. Donc, ils n'ont pas droit à l'erreur, et à chaque fois qu'ils font un faux pas, on l'a vu lors de la guerre du Kippour, on l'a vu lors des événements du 7 octobre, ça leur coûte extrêmement cher. Donc, leurs services sont très performants. Ils ont la chance de disposer d'une diaspora qui leur permet de faire des infiltrations avec des individus qui parlent beaucoup de langues, qui présentent tous les faciès qu'il faut pour travailler dans des pays arabes, dans des pays occidentaux. Ce sont de vrais grands professionnels. Encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec eux, il faut le reconnaître. Et les opérations qui ont eu lieu ces dernières semaines contre le Hezbollah sont des opérations magistrales. Ce sont des coups d'État, des coups de maître en matière de renseignement. La question, c'est comment est-ce que le Hezbollah a pu être aussi naïf ou aussi facilement infiltré? C'est effectivement la question. C'est la question que je vous posais, parce qu'on est tous étonnés, parce que on veut bien que les Israéliens, c'est vrai ce que vous dites, est tout à fait vrai, bon, ils ont, et comme vous dites, ils ont le couteau sur la gorge depuis 48, enfin, leurs services de renseignement sont très bons, on le sait. Mais comment ça se fait que de l'autre côté, alors qu'ils les connaissent aussi, les Iraniens ne sont pas des idiots, le Hezbollah non plus, enfin, comment ça se fait qu'ils étaient aussi, enfin, apparemment désarmés, ou en tout cas où il y avait autant de talons d'Achille?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut rappeler que par période, il y a toujours un service qui domine les débats. Et pendant la guerre froide, par exemple, les soviétiques disaient que nous avons les conditions favorables, puisque le communisme était très en vogue et ils pouvaient infiltrer, ils l'ont fait très largement, tous les pays occidentaux, malgré l'excellence des services de contre-espionnage des pays de l'OTAN. Il y a aussi une forme de disproportion des compétences et des forces en matière de renseignement au Moyen-Orient avec l'excellence des services israéliens. On observe cependant que depuis une dizaine d'années, beaucoup de réseaux liés au Mossad ont été démantelés, aussi bien en Turquie, bien sûr beaucoup au Liban, mais dans les autres pays voisins également. Et l'essentiel du renseignement aujourd'hui se fait par des moyens techniques, comme l'a montré cette opération des beepers et des talkie-walkie. C'est-à-dire que voilà, c'est une opération magistrale parce que les Israéliens travaillent en permanence sur les failles d'un service adverse. Ils y réussissent, ce qui ne veut pas dire qu'on ne voit pas des tentatives similaires, bien qu'elles soient beaucoup moins réussies, notamment de la part des Iraniens qui cherchent et qui ont parfois recruté des hommes d'affaires israéliens pour obtenir du renseignement. Mais ceci dit, encore une fois, la communauté israélienne ou la communauté juive partout dans le monde est beaucoup plus difficile à infiltrer que ne le sont les communautés arabes. Et voilà, c'est toujours surprenant de voir une société fermée comme le Hezbollah ou le Hamas se faire piéger d'une telle façon. Et alors justement, Éric Delessé, il n'y a pas aussi, vous parlez de la diaspora, effectivement, du côté israélien, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi du côté du Liban, que vous connaissez, que je connais bien aussi, est-ce qu'il n'y a pas une partie de la population, comme une partie de la population iranienne, qui pourrait avoir aidé, effectivement, par hostilité envers le Hezbollah? On sait très bien, au Liban, il y a beaucoup de pro-Hezbollah, il y a aussi beaucoup d'anti-Hezbollah, mais qui ne parlent pas, parce que vous savez très bien l'armée libanaise, ce qu'elle pèse face à l'armée du Hezbollah. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, objectivement, enfin entre guillemets, auraient aussi aidé et contribué? C'est-à-dire que je veux dire qu'il n'y a pas que les Israéliens qui aident le Mossad ou la diaspora. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des Libanais ou même des Iraniens? Je vous pose la question. Si. Bien sûr, parce que ces sociétés sont beaucoup moins homogènes d'une certaine façon que la société israélienne, donc c'est plus facile pour eux de recruter. Mais encore une fois, les Libanais peuvent servir ce qu'on appelle d'agents d'accès pour essayer d'identifier où se trouvent les bâtiments du Hezbollah. Mais une fois qu'on veut rentrer dans la structure, ce qu'on appelle la structure utile du Hezbollah lui-même, et qu'on veut savoir où est-ce qu'ils achètent leurs beepers, qui est le responsable des achats, quels sont les types de matériel dont ils ont besoin, qui a donné les ordres, il faut vraiment rentrer dans le dur, dans la structure adverse. Donc là, on revient sur un travail de renseignement sur lequel on travaille sur l'ennemi, on ne travaille pas sur des gens extérieurs au système qui peuvent vous permettre de commencer à dessiner le paysage pour après trouver où sont les bonnes portes d'entrée. Mais une fois qu'on est devant la porte d'entrée, il faut vraiment l'enfoncer et recruter quelqu'un qui est votre adversaire et qui n'est pas un opposant au Hezbollah, au Liban ou au régime iranien et qui peut donner des informations. Donc c'est cette étape supplémentaire qui a été le grand succès des Israéliens sur ces dernières opérations. Et alors Éric Delessé, sans faire de prophétie, etc., mais quand même, en matière de renseignement, vous y connaissez, est-ce que vous pensez qu'il y aura, en tout cas à court terme ou à moyen terme, est-ce qu'il ne peut pas ne pas y avoir une réaction de l'Iran? Est-ce qu'ils peuvent s'en tenir au statu quo et faire des discours? Ou est-ce que vous pensez que la situation ne peut que, en l'état, s'aggraver et qu'on va vers quelque chose qui sera encore de plus grande dimension, à votre avis? L'Iran se trouve un peu dans un piège cornélien ces derniers jours parce que effectivement depuis plusieurs semaines, voire depuis quelques mois, on voit qu'ils essaient par tous les moyens de ne pas tomber dans le piège israélien, de ne pas rentrer dans une logique de conflit, ce que Netanyahou cherche à provoquer, bien sûr, pour éventuellement aller taper Téhéran et les usines qui fabriquent, qui servent à la fabrication du nucléaire, enfin d'armes nucléaires, du nucléaire. Les Américains, par certains côtés, seraient tout à fait prêts à participer à ces opérations. Donc la marge de manœuvre du régime de Téhéran est extrêmement étroite. Là, le fait que le Hezbollah ait été touché de cette manière, alors que c'est vraiment le premier mouvement qu'ils soutiennent, qui est très très proche d'eux, les met encore dans une situation plus difficile. C'est-à-dire que s'ils ne soutiennent pas le Hezbollah, ils évitent probablement une guerre, avec le risque de perdre la face, d'une certaine manière. Oui. Et s'ils rentrent dans un soutien... Et d'ailleurs, ils s'aliéneront probablement le Hezbollah d'une manière ou d'une autre. Oui, parce que perdre la face en Orient, vous savez, c'est grave, quoi. C'est très grave. Par contre, s'ils soutiennent le Hezbollah et qu'ils rentrent dans une logique d'affrontement, alors je ne dis pas que ça va être... que les Américains et les Israéliens vont gagner haut la main, parce que les Iraniens ne sont pas non plus des amateurs. Bien sûr, ça va être
très difficile pour eux. Donc finalement, beaucoup de choses se reposent sur eux, sur est-ce qu'ils vont trouver une méthode intermédiaire avec des proxys. Ça fait vraiment partie des questions à se poser. Il y a beaucoup de réflexions et je dirais de mesures jusque-là de la part du gouvernement iranien qui ne veut pas qui ne veut pas aller dans le conflit parce qu'il sait que ça ne lui servira à rien. Les Israéliens le savent aussi, donc ils jouent là-dessus. On est vraiment sur une voie extrêmement étroite, avec un précipice de chaque côté et pour l'instant, on n'est pas sûr qu'on ne va pas verser d'un côté ou de l'autre. Espérons qu'on n'y tombe pas parce que effectivement les répercussions seraient très fortes et d'autant plus fortes. Merci Eric Denessé, merci pour vos éclaircissements.